Bonjour et bienvenue dans les chroniques spirituelles de Jyotish Mati. Dans ces chroniques, je vais te parler de Yoga Sutra de Patanjali, de philosophie et de tout ce qui est en lien avec les connaissances qui permettent de mener vers un éveil spirituel et surtout un éveil et une expansion de la conscience. Je vais donc commencer par me présenter. Donc, comme tu le sais déjà, je m'appelle Patricia Blick et depuis plus de 30 ans, je travaille dans le secteur de l'aide aux personnes. Et puis, la vie, les grands bouleversements ont fait que, à un moment donné, j'ai eu une perte de sens dans ma vie personnelle et je ne savais plus trop où j'en étais, ni vers où, ni si vraiment j'avais envie de continuer. Alors la vie m'a poussée, ne croyant pas trop au hasard, j'ai eu la chance de faire la rencontre de personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont ouvert le cœur et qui m'ont aussi fait découvrir des techniques de coaching comme la kinésiologie, la programmation neurolinguistique ou la sophrologie. Alors je ne vais pas étaler mon CV, si tu as envie de retrouver plus d'informations sur moi, tu peux toujours aller voir sur le site www.jyotikasbl.com jyotikasbl.com et tu y retrouveras toute ma biographie. Tu peux aussi retrouver ma bio sur le site de consultation individuelle du centre de bien-être dans lequel tu pourras aussi éventuellement prendre rendez-vous pour les massages thérapeutiques avec moi ou mes collègues sur www.lasourcewellness.com www.lasourcewellness.com. Un jour, j'ai découvert le yoga et j'ai rencontré mon premier maître de yoga et très vite derrière est venu l'Ayurveda. Et les deux ensemble ont été comme une révélation. J'ai fait des rencontres exceptionnelles qui m'ont amené là où je suis maintenant et j'ai vraiment très envie de pouvoir transmettre ces outils à ceux qui sont peut-être aussi en recherche de plus de sérénité et de plus d'éveil de conscience. Alors on y va! Je pense que la première chose à aborder dans cette capsule, c'est de comprendre ce qu'est vraiment le yoga. On vit dans une société actuellement où tout ce qui fonctionne se transforme très vite en phénomène de société et le yoga n'est pas épargné par cette situation. Donc on voit de plus en plus, un peu partout, des vidéos de yogis, de yoginis qui font des postures assez incroyables, qui ont des sourires jusqu'aux oreilles et qui semblent être parfaitement heureuses. Alors moi, c'est pas du tout ça qui m'a amenée au yoga. Donc la première chose qui m'a amenée au yoga, déjà, c'était un désir de recréer du lien dans ma vie personnelle, mais aussi d'arriver à me centrer parce que malgré une thérapie très longue que j'avais commencé assez tôt, dans mon adolescence, vers 13 ou 14 ans, j'avais la sensation souvent d'avoir seulement pu profiter d'une journée après coup. C'est-à-dire que quand je passais une journée, c'était seulement à la fin ou après que je m'apercevais que le bonheur était là. Comme dit un chanteur bien particulier qui nous parle d'où se trouve le bonheur. Donc progressivement, au fur et à mesure de l'âge qui avançait, vers l'âge de 32 ou 33 ans, je me suis mise au yoga, d'abord en cours hebdomadaire. J'avais déjà fait du yoga étant adolescente, mais je n'avais pas spécialement accroché parce que j'étais dans un cours avec des femmes plus âgées, que j'étais très jeune, etc. Ça ne m'avait pas spécialement parlé. Au bout de quelques semaines, voire quelques mois de pratique du yoga, je me suis rendu compte que j'accrochais et donc j'ai pris les renseignements pour aller suivre une formation. Et j'arrive tout en confiance, novice. Je ne savais même pas que le pranayama existait. Donc le pranayama, c'est la technique respiratoire. Je savais qu'on pratiquait la méditation dans le yoga, mais je ne savais pas du tout ce que c'était un mantra. Donc le premier choc, c'est que je me lance à tête baissée dans une formation dans laquelle je fais la rencontre de mon professeur, donc qui est Amrit Kaur, Huguette de Clercq,
du centre d'Atlantide à Lannes. Et je suis sidérée de prime abord, puisqu'en arrivant dans la première séance, elle nous met une musique et nous propose de chanter des sons dans une langue dont je n'avais même jamais entendu parler. Je n'avais que peu de culture des philosophies orientales et des langues étrangères, excepté anglais, néerlandais, français. Donc là, déjà ma première réaction c'est « Aïe, je crois que je viens de tomber dans une secte ». On me demande de psalmodier, de répéter des psaumes que je ne comprends pas, qui ne font pas beaucoup sens pour moi, et en plus tout le monde a l'air transi, engagé, et puis moi je me demandais un peu ce que je foutais là. Donc j'ai pratiqué, je me suis dit « Ok, je peux quand même garder mon libre arbitre et me dire que… » si ça ne me convient pas, je ne reviendrai pas le week-end prochain. Et donc je pratique pendant 6 ou 7 minutes avec toutes les pensées qui m'interfèrent, qui viennent brouiller mon mental, qui m'empêchent de me concentrer, qui m'empêchent de prononcer, qui m'empêchent de respirer. Et puis au bout de 7-8 minutes, je commence à percevoir en fait, ou ne plus percevoir, c'est plutôt le mot, que il y a une transformation dans la manière de gérer ce chant de mantra et que j'ai vraiment la sensation, comme une chanson que je pourrais adorer, d'entrer, pas dans une émotion, mais dans une forme de sensation agréable où je sens que je commence à perdre la limite du temps. Et puis les 11 minutes se terminent, le mantra s'achève. Je suis assez sceptique par rapport au fait que je ne connaisse pas du tout la langue et que je n'ai pas encore compris ce qu'est un mantra. Et se poursuit la journée dans laquelle on va commencer à faire des postures. Alors, je me retrouve dans une classe avec plein de filles qui ont fait énormément de yoga, qui sont très souples, qui sont très minces. Moi, j'ai toujours été ronde, alors très sportive étant jeune, mais dans des sports comme la plongée sous-marine, la natation synchronisée, etc. Donc, tous des sports dans lesquels je musclais énormément, mais j'étirais très très peu, et pas de conditions cardio. Donc ça a été un peu un enfer, ou plutôt je dirais un défi d'une intensité assez folle. Et puis les 2 jours d'affilée en plus, donc le lundi matin quand j'ai voulu me lever pour aller travailler, c'était plutôt la galère. Donc j'avais un peu mal partout, mais je sentais que cette pratique, malgré que intense, m'avait fait du bien. Donc j'avais déjà eu ce premier contact avec ce qu'on appelle les mantras et avec les asanas, donc les postures. On avait aussi fait quelques pratiques de respiration dans lesquelles je me suis assez vite aperçue que ma respiration était assez haut perchée. Donc ça c'est le tout début de la formation yoga, où je perçois qu'en fait le yoga c'est pas vraiment une pratique bobo pour se relâcher et aller se faire du bien tout doux dans son petit cours hebdomadaire, mais qu'en fait il y a vraiment un travail, et particulièrement pour devenir professeur de yoga, il va y avoir tout un cheminement à faire. Je retourne au week-end suivant, et de week-end en week-end, je me rends compte que dans mon corps, je commence à progresser, et surtout que je commence à me connecter à quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment été connectée avant, c'est-à-dire à la conscience de mon corps, à la conscience de mes muscles, de ce que j'étais en train de faire, à mon souffle. Étant asthmatique quasiment de naissance, j'avais beaucoup de mal, donc je faisais énormément de peur, j'avais du mal à respirer. Et puis là, le fait de synchroniser la posture qui pouvait aller dans une certaine intensité, mais de continuer à respirer, il y avait une exigence quand même de placement qui était assez intense, mais bon, j'avais 32-33 ans, donc même si c'était très difficile, mon corps tenait le coup. C'était surtout 2 jours après qu'il se plaignait beaucoup. Et j'ai cheminé comme ça pendant ma première année. Et puis l'entrée en 2e année, ça a été une évidence. J'ai plus pu arrêter. J'ai compris et senti surtout que c'était là mon chemin. Yoga, ça veut dire yug ou yoke, de la racine étymologique, et ça signifie atteindre l'union. Et c'est pouvoir justement, à travers les pratiques, qu'elles soient méditatives, physiques, de pranayama, de récitation de mantras, de concentration, etc., de retrait des sens vers l'intérieur, atteindre cet état d'union entre le corps, entre l'esprit et le mental, qui plutôt que d'être un agitateur constant dans notre tête
que nous ne contrôlons pas et qui nous emmène constamment du stress dans le corps, devient un peu plus docile et nous apprenons à le canaliser justement sur le souffle, sur la pratique, sur la posture et pas à l'arrêter puisqu'il n'est pas possible d'arrêter le mental mais simplement à le canaliser. J'ai quand même eu cette chance, comparé à certains de mes élèves qui ont vraiment des difficultés à pouvoir adoucir, canaliser et faire un peu taire cette intensité du mental, à trouver assez rapidement mon compte dans la méditation, dans le souffle et dans les postures. Alors, ma première vraiment expérience intense au niveau méditation, je l'ai eue seulement en 4e année. Par contre, déjà en 3e, j'ai eu cette sensation après les méditations d'avoir comme une vue un peu décuplée, une sensation de perception d'une énergie assez intense autour de moi et autour des gens. Mais vraiment, les états de béatitude, j'en ai eu vraiment, comme on pourrait décrire ces états de béatitude, j'en ai eu très peu parce qu'il ne faut pas imaginer que une fois qu'on touche une fois samadhi, donc cet état d'éveil, de conscience, mais dans lequel on est encore bien présent et le mental est encore là, qu'on va être un être libéré. Donc ça, c'est vraiment l'illusion qu'on peut parfois essayer de nous transmettre à travers la méditation ou les workshops méditation ou les vidéos rapides de méditation. Donc je pense qu'il y a vraiment un réel travail de nettoyage de l'inconscient, d'heures de pratique au niveau méditation, au niveau des respirations, pour apprendre à placer le souffle, qui est primordial. Ce que je pourrais dire encore, c'est que quand je suis entrée dans cette formation, j'ai entendu très vite parler de l'Ayurveda, donc je ne savais pas non plus du tout ce que c'était. Et je pratiquais les massages, donc massage plutôt bien-être, pierre chaude, massage californien, massage pied, etc. depuis des années. Mais je ne connaissais pas du tout les pratiques orientales et j'entends causer entre mes copines d'Ayurveda. Et je m'intéresse. Et là, une élève me dit « Oui, mais tu sais, la formation en massage ayurvédique, il y a John. » Alors j'ai dit « C'est qui John ?» Elle me dit « Va voir, John Marchand. » Et John Marchand, en fait, si je ne me trompe pas, c'est un Hollandais. Et je me suis renseignée sur ce site et j'ai vu qu'il y avait des formations qui étaient proposées en massage ayurvédique. Et étant, il y a plus de 30 ans, en formation au niveau de la base de mes études esthéticiennes, je me dis tiens, il y a des formations soins drainants, visage, corps, donc ça peut m'intéresser. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'Ayurveda. Et l'essayer, c'est l'adopter en fait. J'ai pris conscience que je ne pouvais pas dissocier dans ma tête et dans ma façon de concevoir la pratique du yoga, je ne pouvais pas dissocier l'Ayurveda du yoga, puisque assez vite je me suis plongée dans quelques lectures, puis j'ai suivi les enseignements, et je me suis aperçue que John nous parlait constamment de méditation, de pranayama, de mantra, de dévotion, et que c'était intimement relié. Pour finir par m'apercevoir en fait que le yoga fait partie de l'Ayurveda. C'est une des pratiques que l'on applique pour se soigner, puisque l'Ayurveda, c'est la science de la vie, c'est la médecine orientale, vraiment, qui est reconnue là-bas comme une médecine, et à travers laquelle on va aborder l'être dans sa globalité. Donc le travail du corps, du souffle, de la méditation, la dévotion, la foi, quelle que soit notre religion, est primordiale dans un parcours d'éveil, de guérison, etc. Que ce parcours soit émotionnel ou vraiment lié à une maladie physique. Évidemment, il ne faut pas se soustraire à la médecine par ici parce que nous ne sommes pas des Indiens, donc nous ne sommes pas du tout dans cette open space où on peut se dire je vais guérir simplement parce que je vais réciter des mantras, faire de la méditation et pratiquer 3 postures par jour. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a tout un travail de compréhension de la cause de la maladie, de la dépression, etc. Tout un travail dans le changement du mode de vie, dans le changement alimentaire, dans les pratiques, dans le mode de pensée aussi, vraiment. Et c'est là que ça se rejoint très très fort au niveau des Yoga Sutras, dans le code éthique. On appelle ça Yama et Niyama, donc c'est les règles éthiques vis-à-vis des autres et les règles vis-à-vis de soi-même.
Et tout ça, c'est vraiment un monde, même si j'avais eu une très bonne éducation de mes parents, c'est un monde que j'ai découvert à travers ça. Alors, je vous propose, au travers des podcasts que je mets en place, au travers des chroniques de philosophie, donc que je vous propose, les chroniques de Jyoti Mati, de vous faire découvrir peu à peu cet univers qui, moi, a complètement transformé ma vie. Alors, j'ai l'émotion, même en vous le disant, parce que je peux dire que je serai infiniment reconnaissante jusqu'à la fin de ma vie et dans les vies suivantes, puisqu'il paraît qu'il y en a. Je ne suis pas encore allée voir, mais infiniment reconnaissante. Et là, je voudrais vraiment remercier mon professeur, Amrit Kaur, même si malheureusement la vie a fait que maintenant, je n'ai plus de contact avec elle, ou uniquement tout à fait solennel et poli à travers la fédération. Et je voudrais aussi infiniment remercier John Marchand, qui a transformé ma vie et en fait qui m'a ouvert le cœur. L'amour inconditionnel qui transpire de John et toutes mes amis, parce que j'ai la chance vraiment d'avoir des amis en or, qui m'accompagnent depuis des années, ont pu faire cette expérience de cet amour inconditionnel qu'il y a en John. Alors, c'est pas ce que j'allais chercher dans mon professeur de yoga. C'est ce que j'allais chercher chez John. Mon professeur de yoga, elle m'a appris à me dire que... Désolée, je suis un peu émue, là, j'ai la gorge serrée, parce que ce sont tellement des cadeaux que la vie a pu me faire après les quelques coups durs que j'ai eus, que j'ai vraiment envie de vous partager ça. Mon professeur de yoga, elle m'a appris qu'une femme pouvait s'en sortir, était capable de s'en sortir seule, de satisfaire à sa sécurité, et que, en fait, tout est possible si on y met l'énergie, la volonté, et si on a l'intime conviction que c'est possible. Avant ça, j'étais dans la fragilité, dans l'état un peu dépressif chronique. J'ai gardé cette sensibilité, mais qui fait probablement maintenant, ici, aujourd'hui, de moi, quelqu'un d'hypersensible, qui est capable de se connecter assez rapidement aux autres, qui doit aussi se protéger, mais qui a pu développer cette perception. Alors voilà, je me livre vraiment intimement à vous, parce que j'ai l'intention qu'on fasse un long voyage maintenant, ensemble, et je vais vous publier régulièrement les expériences que j'ai pu partager, les apprentissages que j'ai pu apprendre. Je vous parlerai aussi du parcours que j'ai fait avec un psychanalyste, un psychiatre que j'ai consulté pendant des années, qui a aussi été un de mes éveilleurs de conscience, qui s'appelle Jean-Pierre Garit. Et oui, c'est le premier qui a mis la clé dans la serrure, chez moi, en tout cas qui m'a permis de mettre la clé dans la serrure. Donc là, j'en suis déjà à 3 maîtres que j'ai rencontrés dans ma vie, et en plus, j'ai plein de chance parce que ça ne s'est pas arrêté là. Eh bien, je vous en parle au prochain épisode et je vous dis à bientôt.